Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces premières rencontres nationales de la coopération territoriale. Je suis Simon Luc, le responsable territoire durable et citoyenneté écologique du Comité 21, actuellement directeur par intérim de l'établissement national. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le Comité 21, c'est un réseau multi-acteurs pour le développement durable qui est investi dans la transformation des territoires et de leurs organisations, la transformation écologique et solidaire. Les coopérations sont extrêmement importantes pour répondre aux défis contemporains, aux défis de transition écologique, de cohésion sociale, de respect du vivant, de sobriété. Et ces coopérations, elles se font depuis les territoires, au plus près des besoins, au plus près des initiatives de terrain. Et il nous a semblé vraiment important de mettre en avant à la fois l'importance des coopérations et les initiatives, les innovations qui se passaient dans les territoires. Donc, avec différents partenaires, nous avons élaboré cet événement depuis plusieurs mois. Vous pouvez les voir ici à l'écran. Les partenaires qui se sont donc joints au comité 21 pour organiser ces rencontres sont la NCT, la NPP Territoire de Projet, le CEREMA, le CGDD, Commissariat Général au Développement Durable, et le réseau Comet, et enfin le RAMO. Et je remercie évidemment vivement les organisations qui apportent un soutien financier à cet événement. D'abord les ministères de l'aménagement du territoire et de la transition écologique, mais aussi la Banque des territoires, le Rameau et Veolia. Sans plus attendre, je vais vous montrer le programme de la journée. On commence par une séquence introductive sur la coopération territoriale. Est-ce un défi? Certainement, et une nécessité aussi. Euh, avant de commencer la table ronde d'inventer de nouvelles alliances dans les territoires, nous allons écouter les propos de François Rebsamen et ensuite quelques propos introductifs de notre président Philippe Dessertine. Et je vais tout de suite passer la vidéo de Monsieur François Rebsamen, qui ne pouvait malheureusement pas être présent aujourd'hui, mais qui nous a fait l'amitié de proposer une vidéo. Mesdames et messieurs, je ne peux malheureusement pas être présent avec vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ces quelques mots pour ouvrir ces rencontres nationales de la coopération territoriale. Je tiens d'abord à remercier le Comité 21, sa présidente, chère Bettina Laville, le président des Certines pour l'organisation de cet événement. Vous avez su, en effet, rassembler un large éventail d'acteurs, élus, représentants associatifs, entreprises, agents publics, ainsi que de précieux partenaires comme la NCT, le CGDD, le CEREMA et bien d'autres encore opérateurs. Votre présence en ligne aujourd'hui traduit une conviction forte. L'avenir de nos territoires se bâtit collectivement. Transition écologique, cohésion sociale, attractivité des territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains, aucun de ces défis ne peut être relevé seul. Et ces défis, nous le savons, se multiplient et se complexifient. C'est donc dans la coopération entre tous les acteurs que résident les solutions pour y répondre. Vous le savez, chaque jour, dans nos territoires, des initiatives se créent. Des pratiques inspirantes émergent, prospèrent, mais parfois, peut-être trop souvent, elles restent confidentielles. Aussi, notre responsabilité, à toutes et à tous, est donc double. Créer les conditions du dialogue et du partenariat, d'abord, et surtout favoriser la diffusion des bonnes pratiques, et donc, ensemble, la montée en compétences collectives. C'est le sens de mon engagement, une action publique plus ouverte, plus partenariale et, comme le disent les technos, plus agile. C'est l'esprit qui fut le mien en tant qu'élu local à Dijon. Et c'est toujours avec cet esprit que je mène aujourd'hui ma mission ministérielle. Soutenir la déconcentration, renforcer la décentralisation et affirmer surtout la pleine confiance de l'État envers les territoires et les alliances qui s'y construisent. Ces rencontres ne sont pas donc de simples échanges. Elles sont un catalyseur de solutions, un espace de reconnaissance et un levier de transformation. Je vous souhaite donc à toutes et à tous des échanges riches, concrets et surtout porteurs d'avenir. Je suis persuadé qu'ils contribueront à faire vivre pleinement cette coopération entre les acteurs. Plus que jamais, elle fait le sel et la force de nos territoires, j'en suis persuadé. Et c'est pourquoi je compte sur vous. Merci.
Bien, merci beaucoup à Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, François Rebsamen, pour cette pastille vidéo. Je partage à nouveau le PowerPoint un instant pour laisser la parole à Philippe de Sertine, président du comité 21. Philippe, the floor is yours. Bon, merci beaucoup à toi Simon et à toutes les équipes du comité 21 pour l'organisation de ces journées vraiment très importantes. Donc bonjour à toutes et tous. Vraiment ravi évidemment de vous accueillir aujourd'hui dans ce format interactif et distanciel. Merci à Monsieur le ministre et à tous les organismes qui nous accompagnent dans cette initiative. Vous le savez peut-être, le comité 21, tu l'as présenté tout à l'heure, Simon, est un comité multi-acteurs qui, depuis le mois d'avril 2025, a décidé de faire alliance. Le terme alliance va être utilisé à plusieurs reprises dans la journée avec le pacte mondial Réseau France, avec Florent Ménégo, le président du pacte mondial. Nous avons décidé en effet de penser une logique de développement durable nouveau, efficient, extrêmement concret dans les territoires. Et de ce fait, nous avons même transformé au mois de juin les statuts du comité 21 pour que le comité 21 puisse devenir de plus en plus une logique de agrégation de toutes les possibilités d'inventer quelque chose de nouveau dans un nouveau modèle dans les territoires. Et nous avons d'ailleurs dans l'idée d'ouvrir dès cette année, en plus du comité 21 Pays de Loire, qui existe depuis de nombreuses années et fonctionne de manière remarquable, ouvrir 4 autres comités 21 territoriaux dans toute la France, de manière justement à ce que nous parvenions à inventer un nouveau modèle. Le terme que j'utilise est évidemment non neutre, puisque c'est le thème du rapport que nous avons publié cette année. L'idée que nous sommes à une croisée des chemins dans la représentation et dans la manière d'envisager un développement durable, non seulement en France, mais même plus largement en Europe, et pourrait-on dire aujourd'hui, par rapport à tous les éléments que nous avons à connaître et que nous avons pu voir se dérouler sous nos yeux cet été, dans le monde entier. L'idée forte de ce nouveau modèle est que d'abord, nous sommes dans une phase obligée, mais en même temps extrêmement enthousiasmante d'innovation. Une innovation, je dirais, à tous les niveaux, évidemment peut-être en s'appuyant sur des innovations multiples et extraordinaires que nous propose le progrès scientifique, mais des innovations sociales, aussi des innovations politiques, des modes de fonctionnement différents, parce qu'il est indispensable d'accélérer dans la création d'un modèle qui permettra aux générations futures de faire face aux défis environnementaux de plus en plus lourds qui se posent aujourd'hui, mais aussi envisager de manière positive, optimiste, la manière dont demain nous pourrons proposer à nos concitoyens, proposer aux jeunes générations un cadre de vie correspondant à leurs attentes et correspondant aussi évidemment aux exigences de plus en plus fortes auxquelles nous devons répondre pour que, on va dire, le développement durable ne soit pas contradictoire avec la manière dont nous pensons positivement l'évolution de notre planète et l'évolution du vivant. Le nouveau modèle, ce n'est pas quelque chose qui va être imposé d'en haut, du sommet d'une pyramide. Le nouveau modèle, c'est quelque chose qui va être inventé par les acteurs. C'est pour cela que nous, Comité 21, nous sommes tellement attachés à cette idée que ce sont les acteurs sur le terrain. Nous avons dans les collèges du Comité 21 un collège tout particulièrement important qui est renforcé encore par nos nouveaux statuts, qui est le collège citoyen. Ce sont les citoyens, les femmes et les hommes sur le terrain, qui inventent maintenant quelque chose de nouveau dans la manière de vivre différemment. Et c'est évidemment le défi très enthousiasmant qui est le nôtre aujourd'hui. Lorsque l'innovation est au cœur d'un changement de mode de vie, et là pour le coup l'histoire, y compris l'histoire économique, le démontre, il n'y a plus de concurrence. Il n'y a plus de réflexion dans laquelle on devrait développer un avantage que ne pourraient pas avoir les autres.
On doit être dans une logique, au contraire, de coopération. D'où cette idée, coopération des territoires, cette idée de coopération des acteurs. Il n'y a pas de concurrence parce que le but, c'est d'aller le plus vite possible dans quelque chose qui va être de plus en plus concret, de plus en plus efficient. Je réutilise ce terme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les échanges qui vont nous animer aujourd'hui, mais qui doivent nous animer bien au-delà de ces rencontres, ce sont des liens que nous tissons et qui vont nous permettre, on va dire, constamment de penser le futur et de penser le présent de manière différente. Ces liens doivent nous permettre d'échanger sur les pratiques. Monsieur le ministre vient de l'évoquer, sur toutes les initiatives qui peuvent apparaître dans les territoires chez les citoyens, quels qu'ils soient, et quelles que soient leurs compétences ou leurs spécialités. Mais permettez-moi même d'aller plus loin, parce que quand on est dans une période d'innovation, nous devons échanger aussi sur les échecs. Ça n'est pas un gros mot, l'échec, quand on est en train d'inventer un nouveau modèle. Hein, nous devons partager aussi ce que nous avons essayé et qui ne marche pas. C'est ainsi que l'on avance le plus vite possible, c'est-à-dire regarder ce qui fonctionne, voir ce qui ne marche pas, coopérer ensemble pour que, on va dire, au plus vite, de manière la plus, on va dire, la plus positive possible, puisse s'instaurer quelque chose dans lequel se crée une dynamique collective. La dynamique collective, elle est fondée sur les échanges, elle est fondée sur les expériences de tout un chacun et la manière de les participer. C'est la raison pour laquelle Simon et l'ensemble de nos équipes ont pensé cette journée autour de tables rondes. Des tables rondes dans lesquelles chacun présente, chacun écoute et ensuite chacun discute. C'est vraiment l'esprit que nous devons avoir sans cesse. Regarder ce que chacun peut faire, la manière dont on peut en tirer des leçons, la manière dont éventuellement on peut appliquer, on va dire, cette nouvelle approche et ce nouveau mode de fonctionnement dans la période qui vient et de façon très rapide. Ces échanges, ces logiques de mode de fonctionnement commun, je le répète, doivent se poursuivre au fur et à mesure que nous ne cesserons, on va dire, de continuer ces collaborations, ces modes de fonctionnement, de construction ensemble, pour que sans arrêt, je dirais, les expériences des uns et des autres puissent servir et puissent éventuellement être dupliquées. Attention, bien sûr aussi, lorsque l'on parle territoire, cela signifie aussi, et c'est la grande différence avec quelque chose qui proviendrait d'un modèle pyramidal, c'est que chacun a ses spécificités. Il faut inventer un modèle pour chaque territoire en sachant que chaque territoire est différent. Ce sont aussi nos différences qui vont nous nourrir, ce sont aussi ces différences qu'il faut arriver à identifier pour comprendre que ce qui parfois peut fonctionner dans un territoire ne pourra pas fonctionner dans un autre, et ça n'est pas un problème parce que c'est normal, et que l'on doit avoir, on va dire, une vision commune, des stratégies communes, des logiques qui tendent vers un but commun, mais que nous devons aussi conserver des spécificités, parce que ces spécificités sont aussi justement la manière dont tout un chacun dans des territoires différents pourra parvenir au succès. Donc c'est autour de cette logique, de cette philosophie qui, je le répète, dans ces temps de fin d'été 2025, qui ne sont pas forcément des temps rassurants ou qui ne sont pas forcément des temps positifs, justement doivent nous permettre, on va dire, de lancer au moment de la rentrée universitaire et scolaire, de ce moment de fin de grandes vacances, cette idée que nous pouvons avoir une logique positive, dynamique, enthousiasmante, et que cette logique, c'est celle qu'il faut absolument communiquer à notre entourage territorial, et avoir cette logique, on va dire, de approche féconde d'un territoire à l'autre, pour que les uns et les autres, nous voyions se mettre en place le nouveau modèle que nous appelons de nos voeux. Donc, je vous souhaite vraiment à toutes et tous une très belle journée d'échange. Mais vous l'avez compris, je nous souhaite aussi de poursuivre bien au-delà de ces rencontres, des échanges qui vont se mettre en place. Le fait de se rencontrer, c'est aussi se connaître et c'est avoir les contacts qui demain nous permettront de poursuivre ces échanges au quotidien et d'enrichir ces échanges sans cesse de nos pratiques au quotidien. Donc, merci de votre présence. Merci de votre enthousiasme aussi autour de cette initiative. Et donc,
à très vite, c'est-à-dire dans la journée, mais au-delà, pour poursuivre cette logique de coopération entre nous. Simon, je te laisse maintenant l'initiative pour lancer la première table ronde absolument passionnante. Merci beaucoup Philippe. Effectivement, c'est l'heure de la table ronde et nous avons un très beau panel aujourd'hui. Je ne monopolise pas la parole plus longtemps, je la laisse à Baptiste Gapen, le journaliste, animateur de Territoire Audacieux, créateur de Territoire Audacieux, qui va donc animer cette table ronde aujourd'hui. Merci Simon, merci Philippe pour cette introduction. Effectivement, on se retrouve pour cette première table ronde, donc inventer de nouvelles alliances dans les territoires, la clé des transitions. Je suis donc Baptiste Gapen et je suis journaliste et fondateur d'un média qui justement va chercher ce dont François Rebsamen et Philippe de Sertine parlaient, toutes les initiatives montées par les territoires et sur les territoires. Et on observe beaucoup le rôle de la coopération dans tous ces projets qui se montent et qu'on peut observer. On a quatre personnes qui sont avec nous ce matin, Brice Comment, Manon Loisel, Aurélie Mézières et Gaëtan Monod. Je vais les laisser se présenter dans un exercice un peu court, 30 secondes, et puis leur demander de finir leur présentation par un petit mot, un seul, qui leur permet de résumer l'idée de la coopération territoriale. On commence par vous, Brice Comment. Oui, bonjour à tous. Donc, Brice Comment, je suis dirigeant de la société Consultine, un cabinet de conseil aux entreprises, et président de l'association Allons-y, qui est une association d'entreprises basée dans le Jura sur le bassin lédonien. Association qui est basée, fondée sur le principe de la coopération territoriale et basée sur des actions collectives. Et donc, en un mot, pour moi, la coopération territoriale, c'est l'impact, parce que coopérer, c'est mettre en œuvre des actions qui vont avoir un impact pour les entreprises et plus globalement pour le territoire. Merci, Brice. Manon Loisel. Bonjour, donc Manon Loisel, moi je suis consultante en politique publique locale dans une petite agence qui s'appelle Partie Prenante, puis j'enseigne à Sciences Po en parallèle. Et mon métier, du coup, c'est de faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les collectivités avec une entrée résolument jeu d'acteurs et coopération. Ça veut dire que notre rôle, c'est d'essayer de mettre de l'huile dans les rouages entre les élus, entre eux, entre élus et agents, et puis avec la société civile organisée. Et je résumerai l'enjeu de la coopération justement par cette peut-être tension, ou en tout cas ce dialogue entre dedans et dehors, je dirais dedans-dehors, parce qu'on ne peut coopérer avec d'autres territoires ou d'autres acteurs que si en interne on sait déjà jouer collectif. Merci Manon. Et on a beaucoup parlé d'élus locaux et on en a une sur la table ronde, Aurélie Mézières. Bonjour à toutes et à tous. Donc Aurélie Mézières, maire de Plessé, une petite commune rurale de 5400 habitants en Loire-Atlantique, Pays de la Loire. Et pour moi, la coopération, je mettrais le mot humain. En fait, il est urgent qu'on remette l'humain au cœur de la coopération et de l'ensemble des politiques publiques. Merci. Gaëtan Monod. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, moi, je suis secrétaire général des petites cantines. Donc, les petites cantines, c'est un réseau de restaurants qui a pour objectif que les gens se rencontrent, notamment les habitants du quartier, voilà, forge un nouveau monde un peu innovant autour de la question de la confiance et de la rencontre. Donc, on a une quinzaine de restaurants. Vous pouvez venir faire à manger à 9h30 le matin ou simplement venir manger à midi et demi le midi. Euh, et pour moi, la coopération, c'est justement, pour faire écho aussi un peu à ce que vous disiez, quelque chose qui s'apprend et qui permet de faire évoluer nos projets pour trouver la bonne réponse aux besoins. Donc voilà, j'ai deux axes, l'apprentissage et puis comment ça répond bien aux besoins. Merci beaucoup à tous les quatre. Manon Loisel, pour commencer, on a entendu tout à l'heure Philippe de Sertine dans son introduction nous dire en fait on a besoin de remettre les citoyens au cœur des territoires, au cœur des projets. Vous avez écrit un livre ces derniers mois pour en finir avec la démocratie participative qui parle justement de tout ce qu'on peut faire avec les citoyens, de tout ce qu'on fait peut-être pas ou mal aussi. Pourquoi est-ce que on en est encore aujourd'hui en 2025 à se poser ces questions-là sur la participation des citoyens, sur comment réussir les coopérations? Pourquoi ça ne fonctionne pas en fait encore?
Merci beaucoup, Baptiste. Effectivement, ce petit livre, Pour en finir avec la démocratie participative, on l'a sorti en janvier 2024 et il continue à circuler, à créer du débat, donc on en est ravis. Et le titre, ce n'est pas une provocation. Pour en finir avec la démocratie participative, c'est pas une provocation pour dire, pour essayer de faire en sorte que les gens achètent ce livre. Au contraire, c'est plutôt, on a essayé avec mon associé Nicolas Rio de faire une sorte de bilan. Après, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on travaille avec les collectivités et en fait, on a constaté quelque chose d'assez fort, c'est que ces dernières années, on a une démultiplication à l'échelle locale et à l'échelle nationale de tout un tas de dispositifs pour redonner la parole aux citoyens. Donc des conventions citoyennes, des budgets participatifs, des grands débats, etc. Et ça cohabite avec une crise démocratique à l'échelle locale et à l'échelle nationale qui ne fait que s'accentuer. C'est la hausse de l'abstention à toutes les élections, c'est la défiance qui augmente envers les politiques et les élus en général, c'est les reculs en matière de transition écologique et la difficulté à trouver les conditions démocratiques de l'élaboration et de la mise en débat des grands chantiers de transition écologique. Et puis, c'est aussi toutes les difficultés que rencontrent les grands corps intermédiaires, les syndicats, les partis, les associations. Et là, je vous renvoie notamment aux travaux de l'Observatoire des libertés associatives qui montrent à quel point les acteurs associatifs sont en grande souffrance en ce moment, que ce soit souffrance financière, mais aussi souffrance parce que ils ont du mal à se positionner par rapport à des acteurs publics auprès duquel ils se sont de plus en plus rapprochés et mis presque dans une forme de quasi-dépendance. Et donc maintenant, ils sont eux-mêmes en difficulté. Et donc, en fait, on a voulu re-questionner notre réflexe collectif qui est de se dire, plus la crise démocratique augmente et plus il faut qu'on fasse de la démocratie participative pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Et en fait, nous, je ne vais pas pouvoir vous résumer le bouquin en 3 minutes, mais on pourrait presque partir d'une phrase de Bruno Latour qui nous a énormément marqué et qui en constitue un peu le socle. Cette phrase, c'est: la crise démocratique, ce sont des sourds qui tentent de redonner la parole à des muets. Et en fait, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, les collectivités, les acteurs publics, élus et agents, sont enfermés dans une forme de surdité parce que voilà, ce sont des routines technocratiques complexes, des démarches participatives qui donnent la parole un peu toujours aux mêmes personnes qui viennent se mobiliser. C'est très difficile de faire venir des abstentionnistes dans des réunions publiques, par exemple. Et donc, en fait, on est dans une logique comme ça d'acteurs publics enfermés dans des bulles de confirmation et donc dans une forme de surdité. Et puis, une grande partie de la population qui est muette, c'est-à-dire qui se tient à l'écart de l'action publique, qui n'y croit plus et qui, au contraire, même est dans une forme de défiance. Donc, euh, on déplie beaucoup de choses dans le livre pour pouvoir essayer de passer de cette logique de surdité à une plus grande capacité d'écoute. Et donc, ce que je dirais pour conclure, parce que je n'avais que 3 minutes, c'est de se dire, négocier, en tout cas, coopérer, ça commence d'abord pour travailler la capacité d'écoute. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de nos bulles de confirmation? Comment est-ce qu'on fait pour arrêter d'entendre toujours les mêmes? Qui on doit écouter pour pouvoir coopérer? Comment est-ce qu'on redistribue l'attention des acteurs publics pour mettre dans la boucle celles et ceux qui durablement s'éloignent des politiques publiques et de la démocratie. Effectivement, besoin de s'écouter pour pouvoir commencer à coopérer. Aurélie Mézières, quel rôle, vous, dans ce que vient de dire Manon, vous voyez sur le rôle des maires, justement, pour pouvoir réussir à faire avoir une puissance publique qui écoute, qui soit en capacité aussi d'animer la coopération territoriale? Alors c'est très intéressant parce que j'avais eu l'occasion de dialoguer avec Nicolas Rio sur ces sujets puisque nous, dans notre territoire rural, en fait, évidemment, la figure du maire, du conseil municipal, enfin, en tout cas de tous les élus, est importante puisqu'elle est pérenne déjà souvent sur les 6 ans et bien identifiée. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, en tout cas, on n'est pas un exemple, on se dit souvent plutôt une proposition sur tout ce qui est démocratie participative, parce que justement, on a beaucoup travaillé le sujet en partant du postulat justement qu'on allait plutôt avoir un rôle d'animateur au niveau de l'échelle communale et qu'on partait vraiment du principe de faire de la politique avec les gens et non pour les gens. Alors c'est un petit mot de différence, mais qui est quand même très important parce que justement,
la coopération, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Alors, je suis d'accord, en effet, il y a les élus, les agents qu'il faut jamais oublier. Et puis, c'est comment on met les habitants, les associations, les gens qui travaillent, le monde économique et tout ça, pour essayer de faire en fait du commun avec toutes nos différences. Et aujourd'hui, c'est certainement le plus gros challenge qu'on a devant nous. Et j'y reviendrai après, on a mis beaucoup d'outils pour aller justement mettre ce dialogue en place, qui soit véritablement vivant, d'aller chercher des gens qu'on n'entend pas, qu'on voit pas, qui s'intéressent pas à la politique. Et je pense que l'échelle ultra locale d'une commune, avec des outils, une boîte à outils que nous, on a montée et qui permet justement de pouvoir faire de la coopération de façon très concrète avec en effet ces effets positifs et des effets plus négatifs en ayant un cadre d'action clair et voilà, on se voit plutôt comme chef d'orchestre de la coopération, mais voilà, on pense que ça fonctionne. Merci. On reviendra tout à l'heure effectivement sur les comités consultatifs que vous avez mis en place. Avant cela, Gaëtan Monod et Brice Comment, justement, vous, avec votre rôle sur le territoire, quand vous arrivez avec un projet, qu'est-ce que vous attendez des acteurs publics pour enclencher les coopérations? Gaëtan Monod d'abord. Oui, merci. Donc nous, effectivement, on ouvre régulièrement des nouveaux restaurants. Donc là, on a une dizaine de restaurants participatifs en montage un peu partout en France, plutôt dans les grandes agglomérations. On va ouvrir la prochaine à Bordeaux fin septembre, début octobre. Ce qui est important pour nous, c'est que les pouvoirs publics puissent nous aider à identifier les besoins du territoire pour être en capacité d'y répondre le mieux. C'est-à-dire que généralement, je le détaillerai un tout petit peu après, mais c'est un collectif d'habitants qui vient nous voir en disant, nous, on a envie de monter un restaurant participatif, de faire partie du réseau. Et c'est un peu le grand bain. Ce dont on a besoin, c'est surtout de se dire comment finalement on va répondre le mieux avec notre projet, avec notre prisme, avec nos limites, euh, aux besoins territoriaux, notamment de rencontres, de liens sociaux, etc., avec une forte mixité sociale, etc. Donc ça nous permet vraiment d'identifier le quartier dans lequel on va avoir le plus d'impact, les autres acteurs aussi à mobiliser. C'est un peu la deuxième attente qui est de pouvoir mettre en relation le réseau existant. Il y a parfois des gens dans les porteurs de projets qui viennent nous voir qui ont déjà un réseau, parfois pas. Et en tout cas, ce qu'on s'est aperçu, c'est que parfois on peut faire sans les collectivités publiques. C'est pas simple, mais on peut jamais faire contre. Et donc, les collectivités publiques sont indispensables pour nous pour justement cette mise en réseau, cette mise en relation et être en capacité d'identifier finalement le jeu d'acteurs territorial qui va nous permettre ensuite de développer des partenariats, de développer un projet plus fort et qui a un impact aussi plus fort. Donc cette capacité d'écoute, finalement, nous, on la cherche aussi de notre côté, rebondir sur ce que disait Manon, en étant à l'écoute de finalement les acteurs territoriaux, y compris les collectivités territoriales qui connaissent très bien leur territoire et qui nous permettent de dire, bah, oui, c'est peut-être plutôt ce quartier-là, avec tel et tel acteur. Et c'est ça, nous aussi, ce dont on recherche. Merci. Brice, pour compléter les propos de Gaëtan, est-ce que finalement, un peu comme lui, vous voyez cette coopération territoriale comme finalement stratégique quand on s'implante sur un territoire ou quand on veut travailler sur le territoire d'un point de vue de l'entreprise? Bah, tout à fait, hein. Je pense que les termes ont été évolués. Alors, euh, euh, juste pour repréciser, allons-y est sur un bassin d'une communauté de communes. Donc, ça a été dit, mais la notion d'échelle locale, de notre point de vue, est clé justement pour qu'il y ait une relation humaine, que les gens se connaissent et que tout part, on parle d'écoute et aussi de confiance. C'est-à-dire quand on a des acteurs privés publics, c'est bien d'écouter, mais il faut créer une relation. On parle beaucoup de coopération, mais déjà souvent avant de coopérer, il faut collaborer. Avant de collaborer, il faut réussir à discuter. Et ça prend du temps. Ce temps-là, bah, ce n'est pas toujours le temps des élections et des représentants et des élus. Et donc, c'est pour ça que ça doit se construire dans la durée. Mais quand ça se met en place, ce qui en tout cas on pense le cas chez nous, en tout cas c'est comme ça qu'on le vit avec les entreprises, les associations
et la collectivité, bah, on arrive vraiment à travailler sur des thématiques communes. Quand on va, si on prend le thème de la mobilité, bah, on ne peut pas faire sans la collectivité. La collectivité, si elle fait sans les entreprises, ça n'a pas de sens, quoi. Donc c'est vraiment ce lien, et ça reprend tout ce qui a été évoqué, donc d'écoute, de confiance, et déjà d'avoir bah, des hommes et des femmes qui puissent en fait se comprendre et avoir une notion de réciprocité, et donc sortir des carcans de bah, moi je suis entreprise, je fais mon business, moi je suis collectivité, je fais mon plan, et se dire bah non, finalement les enjeux du territoire, c'est collectivement qu'on y répond, et c'est pas chacun sur ses rails. Merci. Aurélie, on a commencé à en parler tout à l'heure, les comités consultatifs donc, à Plessé. Comment vous les avez mis en place? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu bah, justement comment tout ça fonctionne? Alors, en effet, donc à Plessé, on n'a pas de commission municipale. Une commission municipale est normalement juste avec que des élus. Nous, on a ouvert à tous les habitants nos commissions, donc on a appelé ça comité consultatif, ce qui permet de rester dans le cadre légal tout en faisant de la participation citoyenne. On a 8 comités consultatifs qui vont de façon très classique à l'enfance jeunesse, voilà, vie associative. Et puis on a d'autres comités où on s'est permis de prendre la compétence générale des communes en allant sur des sujets qui ne sont pas forcément les sujets les plus évidents comme l'agriculture, la santé ou l'économie, par exemple. Mais j'y reviendrai dans un troisième temps. Donc, on a ouvert nos comités à tous les habitants à partir de 14 ans. Alors, vous allez me dire pourquoi 14 ans? Parce que en ruralité, à 14 ans, vous avez votre permis pour aller en mobilette ou voilà, pour être un peu indépendant par rapport aux parents et pouvoir venir en réunion. Donc on a ouvert à tous les habitants en nombre illimité. Pourquoi illimité? Parce que en fait, quand vous limitez le nombre, bah, finalement, il y a toujours des gens qui peuvent pas venir et puis vous vous retrouvez de 10 à 8, 3, 2 et puis finalement, ça fait plus vraiment de participation. Donc là, on ouvre à tout le monde. Donc chaque habitant est appelé un VIP, un volontaire investi à Plessé. Bon, c'est un petit mot qu'on leur a donné, qui nous a été soufflé par un autre maire, parce qu'on n'a rien inventé à Plessé. En fait, on a juste été prendre les bonnes initiatives à droite et à gauche et on les a mis à notre sauce. Et le premier travail qu'on a fait avec nos VIP, c'est vraiment de définir une charte parce que plus on fait de la démocratie participative et plus on va dire la décision est concertée, plus le cadre doit être clair. Quand vous êtes tout seul à prendre une décision et que ça part dans les services, bon voilà, c'est assez clair. Par contre, quand vous faites de la participation citoyenne, dans quel cadre l'habitant vient, quel est son rôle, etc. Et beaucoup de questions sont arrivées au départ en disant, mais est-ce que il faut qu'on reste combien de temps, on s'engage pour quoi, etc. Donc voilà, on a défini ensemble une charte. Les gens s'engagent pour un an. Sachant qu'ils peuvent partir avant ou il y en a encore qui sont là au bout de 5 ans. Il y en a qui viennent que sur certains projets de certains comités ou sur plusieurs comités. Donc le cadre reste assez souple et chaque comité en fait est piloté par 2 ou 3 adjoints et conseillers délégués. Parce qu'on part du principe que voilà, la responsabilité sur une seule personne. Sur le mandat, on voit bien, c'est quand même long, c'est 6 ans, tout à chacun. On a des métiers, on a une vie de famille, donc il faut que les responsabilités soient partagées. Et nos VIP peuvent aussi venir en conseil municipal présenter les sujets. Donc en fait, le conseil municipal reste souverain sur la décision. C'est quand même les élus qui vont prendre la décision. Mais rien n'empêche, là aussi c'est toujours pareil, on reste dans le cadre de comment les uns et les autres peuvent finalement venir présenter. Ça leur permet de voir tout le processus de décision, éventuellement les questions, parce que parfois on s'autorise aussi quand le sujet n'est pas, on va dire, assez nourri ou assez, les questions sont encore pas assez de réponses, que ça reparte en comité, etc. Donc voilà, ça permet d'impliquer les habitants et on va dire que c'est un des outils puisqu'il y a des gens qui viennent en réunion, mais il y a des gens que vous attraperez jamais en réunion et c'est comment justement on a mis en place aussi d'autres outils pour favoriser la participation qui soit pas seulement
on va dire, qu'en réunionnite qui peut repousser beaucoup de monde. Pour faire le lien rapidement entre participation et coopération, comment ces comités consultatifs, ils ont poussé des coopérations sur le territoire, peut-être aussi pas juste avec les habitants. Est-ce que ça a permis de déclencher, d'écouter des choses? Oui, parce que les comités font aussi, les habitants viennent, mais aussi organisent de la participation citoyenne sur leurs projets. En fait, il y a plein de niveaux différents. Et on l'a vu, par exemple, sur des cafés associatifs qu'il n'y avait pas sur la commune. Mais en fait, c'est les gens ont été mis en relation, ont trouvé que l'idée était chouette. Et du coup, c'est ressorti du comité. Et en fait, c'est parti tout seul. Mais en fait, ça a été initié par le fait que à chaque fois qu'on met les gens, de toute façon, il n'y a pas de recette miracle. Quand les gens arrivent à se parler et arrivent à se connaître, c'est forcément là où les bonnes idées et puis en fait l'expertise d'usage des habitants, elle est phénoménale. C'est un terreau hyper fertile. Il y a plein de gens qui ont des, des passés ou des présents professionnels ou associatifs qui fait que justement ces liens permettent des idées. On l'a vu avec des cafés associatifs. On a un magasin de producteurs qui va ouvrir aussi. Et tout ça, c'est ces rencontres qu'on a permises avec les comités ou ce que les comités ont pu organiser. Merci. Gaëtan Monod, sur cette question justement de réussir à mettre tout le monde autour de la table, de créer ces conversations, ces échanges, comment vous, quand vous arrivez justement sur un territoire, quels sont vos ingrédients à vous pour réussir à mettre tout le monde autour de la table? Ouais, alors nous, là, on a une particularité qui vient du fait que c'est des collectifs de citoyens qui viennent nous voir en disant, ou des individus d'ailleurs, forcément des collectifs au départ, en disant, nous, on aimerait bien monter une petite cantine, un restaurant participatif, on a trouvé le projet trop chouette. Et nous, on a quelques critères pour ensuite les accompagner pendant un an et demi à monter ce projet-là. Euh, donc le premier ingrédient, c'est que finalement, ce soit pas, c'est ce qui fait écho à ce que Monsieur Dessertine disait tout à l'heure, ça part vraiment d'un collectif qui a une initiative assez forte et une envie assez forte de porter le projet. C'est pas quelque chose de parachuté par le haut. Sans ça, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'on a essayé d'autres modèles où on plutôt un peu de succursale entre guillemets au lieu d'un truc qui ressemble un peu plus à une franchise sociale et associative. Et on voit que ça n'a pas marché parce que en fait, on a eu énormément de mal à maintenir de l'énergie. La deuxième chose, le deuxième ingrédient, c'est plutôt une capacité d'apprendre des compétences justement de partenariat, d'écoute. C'est des choses qui sont pas forcément innées. Alors on a des citoyens qui arrivent avec un certain nombre de compétences parce qu'ils sont déjà entrepreneurs dans la vie, etc. Mais d'autres pas du tout. Et on a cette tension entre finalement un projet un peu idéalisé par le collectif de citoyens qui arrivent en disant on a vu ça ailleurs, on veut faire la même chose, et puis leur adaptation au territoire, leurs enjeux territoriaux, etc. Et donc ils doivent forcément se mettre à l'écoute du territoire dans lequel ils sont. Donc ça s'apprend. Donc c'est pour ça qu'on a un process, enfin on a un cursus de formation aussi, de partage de pratiques, etc. Et que nous, notre plus-value, elle est aussi de former un réseau. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça s'apprend évidemment sur le territoire, mais aussi par, un peu comme là aujourd'hui, par plein de gens qui font partie de ce réseau, nous, qui est national, et qui nous permet justement d'amener du contenu, d'amener des expériences, d'amener des idées et des relations qui peuvent pas être trouvés simplement dans le territoire local, quoi. Euh, et enfin, peut-être le dernier ingrédient, c'est de se retrouver autour du projet. Et donc, on parlait de la capacité d'écoute. Je rejoins tout à fait Manon là-dessus en se disant l'enjeu, c'est dans l'apprentissage et dans les compétences que ça développe, c'est aussi de se dire comment ça va faire bouger mon projet associatif, le projet que j'ai envie de porter, pour qu'il puisse répondre à un besoin local. Et à partir du moment où tout le monde se dit, OK, je sais ce sur quoi j'ai envie de faire et ce sur quoi, au contraire, j'ai envie que d'autres partenaires, que ce soit public ou privé, viennent modifier mon projet, viennent me challenger, viennent améliorer aussi le projet,
ça permet une vraie écoute. Donc c'est là-dessus aussi qu'on essaye d'apprendre et de challenger nos porteurs de projets pour que chaque cantine finalement ait un peu un tronc commun, mais aussi plein de choses qui vivent à côté. Et puis je donnerai l'exemple de Grenoble après, mais ouais. Et peut-être une chose qui nous permet ça, je rejoins sur ce qui a été dit avant. Un collectif qui apprend à fonctionner ensemble, ça permet déjà d'apprendre à coopérer en interne. Donc nous, on a quelques pratiques dites de gouvernance partagée. Alors, j'ai pas beaucoup le temps de développer, mais notamment une forte capacité d'initiative et individuelle et une forte capacité aussi de pouvoir faire bouger le projet. Et donc ça nous permet aussi d'apprendre à coopérer avec plus largement les partenaires, mais déjà d'avoir nos équipes qui fonctionnent comme ça, quoi. Merci. Brice, tout à l'heure, vous avez parlé de la démarche Allons-y. Est-ce qu'on peut creuser un petit peu aussi autour de cette démarche par rapport à ce que viennent de dire Aurélie et Gaëtan, notamment sur les conditions en fait, qui facilitent l'engagement des entreprises, des industriels dans une dynamique coopérative? Pour, pour ce qui favorise l'engagement, alors on va dire il y a différentes étapes dans le projet. Sur l'initial, bah, on revient sur la notion on va dire, de confiance et donc de finalement quel va être le collectif ou le porteur sur notre territoire. Il y avait eu des initiatives, mais qui étaient très portées, on va dire, par la Comcom et entre guillemets politique. Et donc, typiquement, il y avait des entreprises qui étaient plutôt freins en disant, ah oui, mais non, si c'est politisé ou si c'est poussé par le politique, bah nous, ça ne nous convient pas parce qu'on n'a pas la main. Donc, faut déjà créer ce cadre de confiance et donc le bon véhicule, le bon support. Voilà, là, et du coup, ce qui a été choisi, mais c'est pas forcément la solution idéale, mais ce qui là a convenu et ce qui nous a convenu, c'est une association qui a un lien, une gouvernance, mais qui permet une certaine, on va dire, neutralité et non plus de ne pas répondre à certains enjeux de quelques entreprises ou grosses entreprises. Donc ça, c'est des points importants au départ, justement, pour créer bah, cet espace de confiance et de réciprocité pour dire bah, l'ensemble des acteurs, que je sois une entreprise de service de 3 personnes ou un industriel de 400, bah, finalement, j'ai ma place et je suis écouté et on discute de mes besoins et c'est pas, je dirais, téléguidé ou priorisé sur tel ou tel sujet. Sur la phase aussi d'initialisation, on a toujours besoin, on va dire, d'une équipe cœur. Donc, on va aller chercher des gens qui sont plutôt déjà convaincus ou engagés qu'on va mobiliser parce que ils vont bien souvent venir plutôt par des valeurs ou une expérience passée. On n'aura pas forcément encore de résultats, si je puis dire, à montrer. Et avec ces deux ingrédients, ce qui nous a semblé bien fonctionner, bah, c'est avoir des succès rapides, parce qu'après, les entreprises bah, restent très tournées sur leur activité. Les 5 dernières années ont vécu voilà, pas mal de perturbations. Donc, la coopération, ce n'est pas le premier réflexe le matin du dirigeant. Il ne se dit pas, enfin, bah, ce matin, comment je vais coopérer? Je vais aller prendre du temps pour voir ce que font les autres. Il dit, bah, comment je vais faire tourner ma boutique, voire survivre. Donc, pour certains, on ne va pas aller les chercher par les valeurs. On parle beaucoup de RSE en entreprise. C'est parfois un petit peu, on va dire, galvaudé. Notre axe, ça a été de parler de création de valeur sur 3 axes, environnemental, social et économique, et convaincre et démontrer aux dirigeants bah, que ce n'est pas opposé. Ce n'est pas parce qu'on crée de la valeur sociale et environnementale que ça détruit de la valeur économique, bien au contraire. Et donc là, c'est des actions concrètes. On a démarré par des choses courtes, humbles, on pourra en parler après si on a le temps, pour pouvoir démontrer, valoriser en disant, bah, tiens, regardez ce qu'on a fait, c'est simple, c'est sur des horizons courts, en semaines ou mois, et en fait, ça va apporter à votre business. Et ce qu'on dit toujours, c'est finalement, peu importe le pourquoi vous venez dans le bateau, du moment qu'après vous vivez la même histoire collective. Il y en a qui viennent par conviction et qui disent, voilà, moi, je veux que mon entreprise, elle soit avec un impact environnemental le plus faible, idéalement positif. Et d'autres, bah, même s'ils viennent pour des raisons économiques, du moment qu'ils vont participer à l'action, et bah, progressivement, on sait qu'on va réussir à les entraîner, et déjà entre guillemets, à les éclairer, à leur faire prendre ces dimensions. Donc voilà, une fois l'initialisation, du concret,
du pragmatique et, on revient sur le mot que j'ai, de l'impact. C'est-à-dire qu'on n'est pas une association qui existe pour exister, ce qui peut parfois donner ce qu'on peut avoir l'impression de certains organismes. On ne vit que parce qu'il y a de l'impact. S'il n'y a plus d'impact, on n'a plus de raison d'être. Et donc, c'est cet impact entreprise et territoire qu'il faut réaliser sur des horizons courts. Et après, ça permet de structurer des choses un peu plus, euh, un peu plus longues et un peu plus, je dirais, complexes dans le temps. Manon, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, on a entendu hein, plusieurs fois les mots écoute, confiance, apprentissage aussi. Comment vous analysez ce qu'on vient d'entendre par rapport aussi à tout ce que vous avez mis dans votre livre? Ouais, effectivement, alors j'ai été marquée par la phrase de Gaëtan qui dit écoutez, ça s'apprend. Effectivement, en fait, ce qu'on voit, ce qu'on observe, notamment dans la sphère des acteurs publics en France, c'est qu'on est très bon pour tendre le micro. À vous la parole, c'est une réunion publique ce soir, je vous tends le micro, c'est à vous de jouer, etc. Mais on n'est pas bon pour tendre l'oreille. Un exemple là-dessus, c'est le moment du passage des gilets jaunes au grand débat. C'est un peu une sorte de miroir un peu grossissant de ce qu'on fait en France. C'est-à-dire, les gilets jaunes, c'est une sorte d'irruption démocratique inattendue. Euh, je dis irruption parce qu'en fait, plein d'acteurs publics locaux et nationaux ne savaient pas très bien quoi en faire. Mais c'était quand même un moment dans lequel une grande partie de gens qu'on n'entendait plus, qu'on ne savait plus écouter, viennent s'exprimer sur les ronds-points. Et qu'est-ce qui se passe? L'acteur public reprend la main et dit, on va organiser des grands débats, ça va se jouer non plus sur les ronds-points, mais dans des images, dans des mairies, etc. On va parler de 5 axes bien délimités et on va reprendre la main sur le dialogue. Et donc, on voit bien à quel point ça a des effets très concrets, puisque les gens qui étaient sur les ronds-points n'ont pas du tout été les mêmes que celles et ceux qui ont participé au grand débat. Ça, c'est une enquête du CEVIPOF qui l'a montré. Donc ça a des effets très concrets, cette volonté de reprise en main du dialogue par les acteurs publics. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on outille l'écoute? Ça s'apprend et donc ça s'outille. Ça veut dire, d'une certaine façon, pour les collectivités, assumer qu'on n'a pas le monopole de l'organisation du dialogue. Il faut savoir écouter ce qui se dit sur les ronds-points, dans les pétitions, dans les associations de parents d'élèves. Enfin bref, ça pose une question de se dire comment j'écoute ce que je n'ai pas organisé, et donc au-delà de mes murs, en dehors de mes murs. Deux, peut-être quel capteur j'ai en tant que collectivité, quel capteur de terrain j'ai, des gardiens d'immeubles, des agents de collecte des déchets. Il y a tout un tas de capteurs de terrain qui peuvent faire remonter des choses dans ce qu'ils entendent. Et puis, ce que je disais tout à l'heure sur le redistributif, comment est-ce que je fais en sorte d'aller justement tendre l'oreille auprès de celles et ceux que j'entends le moins? Ce qui implique aussi parfois de dire à celles et ceux que j'entends le plus, merci, mais en fait, pour que la promesse démocratique, une personne, une voix, soit réelle, il va falloir que je sois 2 fois plus attentif à celles et ceux que j'entends le moins. C'est hyper difficile, c'est un effort substantiel, mais c'est important. Donc ça, c'était la première chose sur l'écoute, outiller l'écoute. Je pense qu'il y a vraiment un truc là-dessus qu'on essaye de creuser dans notre livre. Puis la deuxième chose, et ça rebondit sur les propos d'Aurélie et puis de Brice, c'est on voit bien à quel point la place du politique et la place des élus est centrale là-dedans. Et nous, ce qu'on essaye de dire dans ce livre, c'est un peu une sorte de plaidoyer pour la démocratie représentative. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on dit crise démocratique, notre réflexe collectif, c'est de se dire comment peut-on donner plus de place aux citoyens? Mais on est dans une démocratie qui fonctionne à 99% dans les partis, dans les syndicats, dans les collectivités, partout, sur un format représentatif. On fait le pari qu'on a besoin de représentants pour faire exister la parole de tout le monde. On fait le pari que dans une société structurellement inégalitaire, on a besoin de gens qui se soucient de représenter la variété des besoins, des intérêts des gens. Et donc, on se dit, mais ça, c'est pareil, c'est comme écouter, ça s'outille, représenter, ça s'outille, ça se travaille, c'est pas si facile. Et en fait, on est dans une logique dans laquelle on fétichise beaucoup la fonction d'élu décideur. On parle de nos décideurs locaux, de nos décideurs nationaux, comme si en fait leur rôle c'était avant tout de décider. Bon, je parle sous le contrôle d'Aurélie, mais je pense que les marges de manœuvre des élus sont tellement contraintes qu'on ne peut pas dire qu'ils ne font que décider. Ils sont avant tout là pour représenter et donc pour faire vivre la promesse d'égalité démocratique, une personne, une voix. Et ça, pareil, ça s'outille. Ça veut dire comment est-ce qu'on fait en sorte de porter de l'attention à la variété des besoins de la population et comment on arrive à donner des preuves avant de décider que la situation de chacun est prise en compte. Et donc là, on voit bien à quel point coopérer, c'est aussi assumer que la population, la société civile organisée
est traversé par tout un tas d'intérêts divergents. Il faut assumer en démocratie que, on doit se mettre d'accord sur nos désaccords. Et donc, la fonction de représentant, c'est ça, c'est une fonction de diplomate, de personne qui va écouter, porter de l'attention à la variété des besoins, et puis ensuite mettre en dialogue ces besoins qui sont parfois contradictoires, divergents, et donc assumer une forme de fonction un peu diplomatique, quoi. Et pareil, ça, on essaye de le creuser dans le rôle des élus, le rôle des agents, en se disant qu'en fait, peut-être si on passait un tout petit peu moins de temps à être obnubilé par l'expression des citoyens et qu'on travaillait davantage l'outillage de nos élus, de nos agents, pour faire vivre cette promesse démocratique, ben, on s'en porterait peut-être un petit peu mieux. Merci. Aurélie, tout à l'heure, vous avez dit que vous travaillez avec le monde agricole notamment. C'est un monde où il y a beaucoup de tensions, où on a du mal parfois à se parler. Comment vous avez travaillé avec le monde agricole au niveau du comité consultatif et finance, enfin, sur quoi ça a pu aboutir? Alors oui, le monde agricole, c'est un sujet d'actualité, voilà, et on voit bien que c'est extrêmement clivant au niveau national parce que le monde agricole est très politisé et voilà, ça pose toujours tout un tas de questions. Nous, donc c'est une commune rurale qui fait 104 km², donc qui est une grande commune en surface, pas en nombre d'habitants. C'est grand comme Paris intramuros pour vous donner une idée, sachant qu'au mètre carré, on a plus de vaches que d'habitants. Et on a 92 exploitations sur la commune. Il y a 48 des 133 chefs d'exploitation qui ont plus de 55 ans. Donc en fait, on a ce constat-là. On sait que l'agriculture, elle est quand même pourvoyeuse d'emplois non délocalisables. Et pour nous, c'est une véritable économie locale. C'est pour ça qu'on a créé un comité spécifique sur l'agriculture, l'alimentation, la biodiversité, l'environnement, qui est un comité qui d'ailleurs a rassemblé énormément de gens. Euh, qui soient agriculteurs, simples citoyens, etc. Donc, avec justement une diversité de personnes autour de la table sur un sujet vraiment central, de se dire, ben voilà, on a beaucoup d'agriculteurs, on en a plein qui vont partir à la retraite, se pose la question de la transmission, du foncier, de qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, l'agriculture, il existe déjà plein d'outils. Donc, nous, l'idée n'était pas de remplacer ou de réinventer l'eau chaude, mais plutôt de se dire comment, avec cette feuille blanche et ces constats, on fait de la coopération tous ensemble sur des sujets un peu touchy parce que voilà, le foncier, bah, c'est quand même quelque chose qui est bah, voilà, qui a des spéculations, etc. Donc nous, l'idée, c'était vraiment d'épauler ce monde agricole tous ensemble en créant des coopérations, sachant qu'on ne voulait pas voilà, une commune sans paysannes et sans paysans et qu'on préfère largement des corps de ferme vivants. Et de là, eh bien, est parti avec tous ces constats et les gens tous autour de la table de se dire, bah tiens, il faudrait qu'on fasse attention aux fonciers. Nous, en tant que commune, on peut agir sur la cantine, etc. Et donc, on a créé une politique agricole et alimentaire communale, une PAC. Bon, c'était un petit clin d'œil à l'Europe quand même, qui travaille autour de 6 axes que je vais pas du tout développer là parce qu'on n'a pas le temps, mais autour du maintien des exploitations agricoles. Donc, on était parti un départ, une installation. Tout le monde nous a un peu rionné. Mais finalement, au bout de 5 ans, on a eu 26 départs et on a eu 26 installations. Donc finalement, quand on s'y met et qu'on met les bons outils en face, on peut y arriver. Voilà, de privilégier une agriculture qui soit économiquement viable, voilà, que les agriculteurs aient un vrai revenu pluriel et puis durable. Favoriser les circuits courts, là, c'est vraiment en tant que commune, en plus, on a enfin, avec la restauration scolaire, donc on est passé en régie municipale, etc., avec des produits bio locaux en travaillant de la fourche à la fourchette. On a travaillé sur toute la protection des ressources des communes avec des inventaires bocagers qu'on a inscrits au plan local d'urbanisme. Travailler sur tout le foncier agricole, voilà, ça peut être un lancement d'un groupe d'échange parcellaire, de travailler avec la SAFER, et puis de communiquer, je terminerai par ça, positivement sur l'agriculture de la commune, en créant au moment des journées du patrimoine, bah, les journées du patrimoine agricole, puisque le vivant est aussi un patrimoine à préserver et à montrer.
Merci beaucoup pour cet exemple concret. Il nous reste 4 minutes et je voudrais entendre Gaëtan et Brice aussi sur des exemples concrets. Gaëtan, tout à l'heure, vous avez parlé de Grenoble. Qu'est-ce qui a particulièrement bien fonctionné lors de votre installation à Grenoble? Qu'est-ce qui a bien marché dans toutes ces coopérations mises en place? Ouais, merci. Alors, pour faire très vite, une des choses qui a très bien marché, c'est que ils se sont positionnés, on a positionné la petite cantine comme un vrai lieu de rencontre finalement aussi des acteurs territoriaux, ce qui fait que petit à petit, le lieu en lui-même s'est trouvé être un lieu de rencontre aussi des acteurs associatifs notamment, des acteurs privés parfois, et de devenir d'être de plus en plus au centre de ce mariage associatif notamment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la cantine marche très bien, non seulement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue impact, parce que en étant au cœur un peu de ces réseaux privés et publics et associatifs, elle génère, enfin, elle a très peu d'énergie à passer à finalement faire venir à elle les acteurs associatifs ou les acteurs privés ou publics. Les acteurs viennent tout seuls parce qu'ils savent qu'ils vont y trouver à la fois de l'écho et à la fois d'autres acteurs pour mettre en place leurs actions et un lieu très ouvert. Et donc ça, c'est un vrai facteur de réussite pour nous, de pouvoir intégrer petit à petit le maillage territorial pour en faire aussi un lieu à disposition de ceux et celles qui en ont besoin et qui ne trouvent pas forcément d'autres places ailleurs, quoi. Voilà. Pour faire très court. Merci et désolé, c'est vrai qu'on est contraint par le temps. Brice. Peut-être deux exemples rapides assez différents. Un sur la gestion du déchet, un déchet qui s'appelle la glacine. C'est le support des étiquettes, que ce soit vos étiquettes de fourniture ou les étiquettes, par exemple, pour le fromage, le vin. C'est un déchet qui est recyclable, mais qui est principalement enfoui parce que il est très léger. Et la gestion du déchet est beaucoup liée à la masse. Et donc, la collecte de ces déchets-là est très chère. Là, en mutualisant, grâce justement au travail collectif, et ben, en fait, on a pu structurer cette collecte. Et donc, en un an, on est à l'initiative, il y a eu plus de 10 tonnes collectées et du coup, qui sont réinsérées dans une filière et qui donne c'est une filière qui est structurée, qui est déjà en place et qui, en retraitant ses déchets, fait de l'isolant. Et ça, c'est un exemple, par exemple, sur le territoire jurassien avec un peu de fromage et de vin, où on utilise beaucoup d'étiquettes et donc de glacine, où en étant plusieurs, on va pouvoir adopter une solution relativement simple techniquement, mais toujours un petit peu complexe à mettre en œuvre dans le collectif, mais qui a un vrai impact et qui apporte de la valeur pour l'ensemble des acteurs. Et un deuxième complètement différent, où on dit toujours on ne connaît pas assez bien son voisin, pour reprendre, mais c'est vrai aussi dans l'industrie et dans les zones d'activité. Eh ben, un acteur qui distribuait des voiles d'ombrage achetées en Asie, qui voulait faire du Made in France, mais sans savoir où, comment, en fait, son voisin dans la même rue avait monté un atelier textile local et ils ont pu, grâce à la confiance, parce que au début, il faut investir quand même beaucoup de temps et d'argent sans forcément avoir de vision sur le business, ils ont depuis 6 mois développé une voile d'ombrage 100% Made in France. Alors le feed n'est pas encore fait en France, mais l'ensemble des autres activités, et qui est vendu et commercialisé avec des performances bien supérieures à ce qui peut se trouver. Et pour les deux acteurs principaux, tous deux témoignent de ça en disant oui, on a aussi réussi parce que on avait déjà une relation, on se connaissait, et c'est dans ce cadre de ces rencontres qu'on a pensé à ce projet, et la relation fait que ça a rendu ça possible. Si on avait eu une relation que client-fournisseur, peut-être ce serait pas arrivé, ou peut-être ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et donc, voilà, deux exemples concrets, mais Marie Spicher, qui est la chargée de projet Allons-y, témoignera de 14 heures à 16 heures de manière beaucoup plus détaillée que ce qu'on a pu faire là pour ceux qui sont membres qui participent à toute la journée. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus ce matin nous parler et puis évoquer vos différentes expériences bien complémentaires, en tout cas au niveau de vos profils. Merci d'avoir pris le temps de répondre à quelques questions qui avaient été posées dans le chat aussi. Simon, on vous redonne la main, il est 11 heures et vous pouvez lancer la suite de la journée.
Eh bien, un grand merci à nos intervenants et merci Baptiste que nous retrouverons pour la conclusion. Donc on passe tout de suite à la suite de cette journée. Là, on se divise en trois parcours différents selon vos intérêts et vos envies. Le premier parcours s'initie aux démarches coopératives qui est porté et animé par le CEREMA. Un deuxième parcours sur la valorisation et le développement des compétences de la coopération territoriale qui est porté et animé par le RAMO. Et un dernier parcours s'inspirer des innovations territoriales qui, lui, est porté et animé par la NCT avec la NPP. Et donc, ces deux parcours se dérouleront de maintenant à jusqu'à 16 heures où on se retrouvera pour la séquence conclusive avec Baptiste. Merci à tous pour votre participation à cette introduction et je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien. Bon intérêt dans les différents parcours qui s'offrent à vous. Au revoir.